Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 4 invités, 3 sujets. Allez, on va commencer par les invités. Jacques Georges, bonjour. Bonjour. Philippe Murer. Bonjour. Philippe Pasco, on en a 2 des Philippe. Et François Devoyer. Bonjour. Bonjour à tous. 3 sujets. Le premier sujet, c'est tout nouveau. C'est Emmanuel Macron qui a mis sur le tapis, dans une interview à Libération et à La Croix, le sujet de la fin de vie. On va revenir très largement là-dessus. Le deuxième sujet, c'est Philippe Pasco qui l'a amené. C'est la surveillance accrue, la pression qui est mise à la fois sur les chômeurs et sur les bénéficiaires du RSA. Et on va voir comment ça s'organise, quelles conséquences ça a. Et le troisième sujet, alors que l'élection en Russie va commencer dans 2 jours, je voudrais qu'on fasse le bilan de ce qui se passe actuellement dans le pays, des conséquences de la mort de Navalny, de l'interaction avec la guerre en Ukraine. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le premier sujet. Tout de suite. Après quelques années de réflexion, puisque c'était un sujet qui avait été lancé par Emmanuel Macron dès le premier quinquennat, me semble-t-il, le président donc a décidé d'avancer sur le sujet de la fin de vie. Il a consulté les autorités religieuses et il a fait des propositions sur la fin de vie et le droit de mourir dans la dignité. Évidemment, il y a eu un grand nombre de réactions et je voudrais que vous me disiez, en fait, vous 4, ce que vous en pensez, peut-être d'un point de vue un peu politique, mais aussi d'un point de vue de ce que vous êtes, vous, en tant qu'homme, à votre âge, et de comment vous voyez les choses pour vous et la fin de vie qui arrivera un jour ou l'autre. Jacques Georges, Jacques. Eh bien, moi, je suis probablement plus âgé, donc le plus proche du sujet, oui, peut-être, par nature. Alors, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, évidemment, à plus ou moins brève échéance, mais c'est un sujet vraiment universel, et donc c'est un sujet qui ne devrait pas être polémique, qui ne devrait même pas être idéologique. Mais il l'est tout de même un peu. Il l'est tout de même un peu. Et je souhaitais dire 2 mots. Pourquoi ? Parce que c'est très rare, c'est même la première fois, je crois, depuis Macron, que Macron existe, c'est la première fois que je suis d'accord avec Macron. Pour une fois, je trouve un Macron raisonnable et qui, à mon sens, va dans la bonne direction d'une manière très mesurée et d'une manière qui me plaît assez, quoique, à mon avis, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent qu'il faudrait aller plus loin. Mais je suis également conscient de toutes les objections possibles qui existent et qui vont s'exprimer là certainement. Mais une fois encore, c'est moi qui n'ai pas beaucoup de bonnes surprises, eh ben j'en ai eu une pour une fois. Et je suis... Philippe Pasco. Je suis tout de même assez surpris, mais il y a quand même beaucoup de... C'est un texte, d'abord, qui n'est pas né du hasard. Il est né d'une lente maturation qui vient après les lois Leonetti-Claes. Et c'est un texte, je trouve, assez consensuel, lentement concocté, et qui est assez consensuel, assez bien dosé, et présenté de façon assez, justement, la gestation a été assez consensuelle et démocratique. Alors, Jacques, on va voir si ça fait consensus, parce qu'il y a quand même eu il y a à la fois dans les partis politiques, dans les autorités religieuses, puisqu'il y a eu clairement une différence, une dichotomie entre d'un côté les catholiques et les musulmans, qui sont fermement opposés, et de l'autre les protestants et les juifs, qui sont plutôt en faveur. Et puis, sans parler des soignants et d'un certain nombre d'autres autorités qui sont intervenues. François Devoyer. Jacques, je suis en désaccord complet. C'est rare, mais voilà, il faut que ça arrive. Pour moi, Macron, avec les lois bioéthiques, c'est un peu comme Aya Nakamura avec la langue française. C'est-à-dire qu'il dépaisse, il désosse, et ça finit par être une bouillie assez consensuelle, et qui plaît. Mais si vous regardez attentivement le contenu précis, ce sont des choses, dans l'un et l'autre cas, la constitutionnalisation de l'avortement et l'euthanasie et le suicide assisté, parce qu'il faut dire les mots. Il faut dire les mots. François. D'abord, la manière de le présenter de Macron. Cette loi de fraternité
permet le moindre mal quand la mort est déjà là. On a tout Macron résumé. Traité de loi de fraternité, une loi qui permet à un fils de tuer son père. C'est quand même, on y reviendra après, parce que je sais que c'est pas aussi simple, mais tout de même. Parce que là, les proches pourront mettre eux-mêmes la fin à la vie de leurs parents proches. Est-ce qu'on mesure les dégâts moraux que cela peut produire ? La deuxième chose, bien sûr, le moindre mal, ça c'est du typique Macron, hein, on est dans le flou total. Et quand la mort est déjà là, non, en fait, la mort, elle est là ou elle n'est pas là, elle n'est pas déjà là. Il n'y a pas, la mort, c'est pas une espèce d'état qui prendrait une forme de longueur. Donc tout est résumé dans cette loi. Juste un mot, j'ai une amie proche qui était à 1 mois de mourir. C'est ce que nous disaient les médecins pour un cancer du cerveau. Elle vit depuis 15 ans et bien, elle s'est rétablie. Donc c'est pour dire que, attention, la mort est là, attention à ce qu'on dit. J'ajoute aussi que la loi Leonetti était excellente. Elle permet aujourd'hui d'abréger, on va le dire brutalement parce qu'il faut dire les choses, d'abréger les jours des gens qui souffrent le plus. Qu'il faille donner plus de moyens. Pas opposé à la loi Leonetti quand elle s'est présentée. Pas du tout, au contraire, je l'ai trouvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Je pense qu'on pourrait même d'ailleurs la rendre plus facile et surtout donner des moyens aux soins palliatifs. Il y a eu un article, je ne sais pas si vous connaissez Jeanne Garnier, j'ai passé un peu de temps, c'est un centre de soins palliatifs sans doute le plus exemplaire en France. D'accord. Sauf que c'est le seul qui a des moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les soins palliatifs, il n'y a pas de moyens. On laisse les gens souffrir alors qu'on a les moyens de ne pas les laisser souffrir. C'est ce que disent les gens en soins palliatifs. Dans la loi, il y a justement un chapitre sur les soins, sur le renforcement des soins palliatifs. C'est justement l'une des grandes qualités de ce projet de loi, c'est qu'il ne pose pas que le principe de l'aide à la mort, mais également il y a un volet soins palliatifs qui est nécessaire, qui est utile, qui est simplement la loi Leonetti, elle ne va pas tout à fait assez loin, elle ne satisfait pas à tous les cas, notamment à la maladie de Charcot. Donc, il y a des cas où la loi Leonetti ne suffisait pas. On va faire le tour. Philippe Pasco. La loi Leonetti, il faut quand même le savoir, on vous met sur sudation, on vous laisse mourir de faim. Et de soif. Et de soif. Oui. Donc je suis désolé, c'est pas forcément la bonne chose. Réalité, c'est pas moi, je ne suis pas contre le fait qu'on puisse choisir le moment de sa mort. Je dis quand même que ça doit être quand même encadré et qu'il faut éviter des dérives comme en ce moment, il y en a par exemple au Canada, où aujourd'hui vous recevez des petites lettres où le gouvernement vous pousse à vous suicider, à vous euthanasier. Bien sûr. Ouais, donc où on s'arrête. Il y a ce type de délire-là au Canada actuellement. Philippe Pasco, de quelle manière ces lettres Il y a une lettre écrite, il y a une dame qui a demandé une subvention, on lui a refusé la subvention parce qu'elle était handicapée, et elle a reçu une lettre du gouvernement disant puisque vous n'avez pas de cette subvention, on vous conseille de vous euthanasier. J'ajoute qu'il y a un enjeu financier. C'est un truc de fou. Donc il faut faire très attention. Et ça, Philippe. Il faut faire très attention. Attention. Moi, j'ai le méfait aussi de M. Macron. Excusez-moi, on est tous ensemble depuis 2017, entre les belles déclarations et ce qui se passe dans la réalité. Donc aujourd'hui, je prends acte qu'il y a un progrès sur le papier. Il y a un progrès dans la communication habituelle. J'aimerais de voir quels sont les faits, parce qu'on m'a fait les mêmes déclarations sur les hôpitaux, on m'a fait les mêmes déclarations sur l'école. Ça, c'est vrai. Et derrière, pot de balle. Il y a le risque, donc, il y a beaucoup de risques autour de cette loi, bien entendu. Ce que je constate, c'est que par contre, c'est un sujet aujourd'hui. Ce que je constate aujourd'hui, que c'est un sujet, entre guillemets, unanime, qui permet, entre guillemets, de ne parler que de ça. Non, mais pardon, c'est pas un sujet unanime. Excusez-moi, oui, mais si j'écoute bien François de Boyer, il voudrait qu'elle n'ait pas lieu. Quand je dis que c'est un sujet unanime, c'est un sujet unanime dont tout le monde parle, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Oui, mais tout le monde parle de tout, ok. Moi, je vais abonder dans le sens de François, je suis tout à fait d'accord. La société n'a pas à décider, à aider à mourir les gens, sauf cas exceptionnel. La loi Leonetti était très bien. Les gens dont la mort était imminente et qui étaient en souffrance, en fait, on leur permettait la sédation profonde, c'est-à-dire de mourir tranquillement, sans souffrir. C'était la logique de la loi Leonetti. Là, maintenant, cette loi-là, ce qui est expliqué dans le journal Le Monde, puisque Macron envoie des cartes postales, il explique qu'on va légaliser le suicide de personnes atteintes de maladies incurables, qui risquent de mourir, pas seulement à court terme, tout de suite, à moyen terme. Et là, ça me gêne, parce que la société n'a pas à faire mourir les gens, elle doit sauver la vie. Et alors là, les dérives glissantes du Canada, moi, je vais vous dire ce que c'est en termes de psychologie des personnes. Parce que quand vous nous dites réagissez en termes de com, oui, mais l'homme, il n'est pas seul. Il est dans une société, un collectif. Et il y a une articulation entre ce qui se passe dans la tête, dans notre tête et dans le collectif. Or, au Canada,
En fait, on se retrouve avec maintenant que l'euthanasie a été légalisée pour les gens qui sont atteints de souffrance, en fait, psychique, pas seulement physique, psychique. Eh bien, on se retrouve avec 30% des Canadiens qui souhaitent que les pauvres puissent se faire euthanasier parce qu'ils sont pauvres. Au lieu de les sauver, que la société prenne soin des pauvres et se débrouille pour qu'ils trouvent un emploi, pour qu'ils puissent être insérés et être utiles à la société, on a ça. Il y a aussi... On n'est pas un peu dans le fantasme. Mais c'est Philippe, pas le fantasme, c'est ce qu'ils pensent. C'est cette dérive. Il y a 20% aussi pour n'importe quelle raison. On peut se suicider pour n'importe quelle raison, et c'est la société qui va appuyer en aidant les gens à mourir pour n'importe quelle raison. C'est une dérive anthropologique. Ok, Philippe. Est-ce qu'on peut se recentrer sur la proposition là, et en gros qui prend exemple sur ce qui se passe en Belgique ou ce qui se passe en Suisse? En Belgique, justement. Chose auxquelles beaucoup de Français aimeraient avoir recours. Eh bien, qu'ils aillent en Belgique le faire. Qu'ils aillent en Belgique le faire. Mais qu'ils ne demandent pas, parce qu'eux veulent le faire, qu'on change la loi. Philippe, ça, c'est la première chose. Ça, c'est trop facile. Non, et la deuxième on ne le fait pas chez moi, on va le faire chez les autres. On va laisser Philippe. Dernière chose, et après j'aurai fini. Oui. En Belgique, il y a une jeune youtubeuse qui s'appelle Olympe, qui dit qu'elle souffre psychiquement très gravement, et elle a appelé sur les réseaux sociaux à ce qu'elle puisse mourir, que la société l'aide à mourir et l'aide à la tuer. Parce qu'elle n'a pas le courage de se suicider. Parce qu'elle souffre. D'une certaine manière. À la rigueur, si elle veut se suicider, il faut toujours éviter le suicide, mais qu'elle emporte la responsabilité, qu'elle le fasse. C'est sa liberté dernière, même si la religion chrétienne dit l'inverse. Mais par contre, qu'elle ne demande pas à la société de la tuer. Je veux dire, là, c'est extrêmement grave, moi, je trouve. Jacques Georges. On dit, il est facile de... Mais tout ça, c'est vrai, ça existe, tous ces risques existent. Mais ce sont des risques... je dirais, toute législation comporte des risques de mauvaise interprétation, de déviation, de tout ce qu'on veut. Les soins palliatifs, ça peut être présenté comme le palliatif, la mort, l'euthanasie, ça peut être le palliatif des soins palliatifs. Un petit peu ça, parce que c'est moins cher. Le remplaçant. Oui, le palliatif des soins palliatifs. C'est vrai que ça vous dérange ? Il y a ce risque. Il y a ce risque. Et il faut effectivement réglementer de façon très rigoureuse. Ça, c'est vrai, on est tous d'accord là-dessus. Il n'en reste pas moins que, je pense, que c'est quand même un geste, malgré tout, fraternel. C'est un geste de liberté. Et que, personnellement, ceux qui pensent que ma mort ne m'appartient pas, philosophiquement, je ne peux pas admettre ça. La société n'a pas à vous aider à tuer. Je voudrais qu'on parle de ça. François, je vous donne la parole. Parce que quand j'ai préparé ce sujet, je suis allé, et bien entendu, travailler dessus, et je me suis rendu compte que certains disaient qu'en réalité, il s'agissait de notre dernière liberté. Puisque après, on est mort et plus rien ne se passe, a priori. Mais quelle liberté ? C'était notre dernière liberté. Donc, c'est là mon désaccord. Je vais vous dire pourquoi je suis un peu agité par ce sujet, parce qu'il me provoque une certaine émotion. Il y a 10 ans, et vous allez voir, c'est amusant cette concomitance. Je me souviens très bien, Jacques Attali avait déclaré les patients qui coûtent le plus, c'était 8 ou 10 ans. Le patient, la période où il coûte le plus cher, ce sont les 4 derniers mois de vie. Ouais, il coûte aussi cher les 4 derniers mois de vie que sa vie entière. Oui. Il se trouve que cette même année, la mère d'une amie, athée, très sûre, comme vous, Jacques, de vouloir choisir sa mort, avait prévenu sa famille en disant, elle venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, elle ne s'en sortirait pas, qu'elle avait, étant diabétique, un problème de gangrène qui allait commencer et qu'elle allait souffrir affreusement, et elle avait dit à sa famille, ne me laissez pas mourir. On trouve aujourd'hui toujours les moyens d'abréger des souffrances. 3 mois après, et c'était 3 semaines avant sa mort, le médecin lui dit, je peux vous faire survivre encore quelques jours si on vous coupe les 2 jambes. Elle a dit oui. Quelle liberté vous avez quand vous êtes en pleine santé pour juger de ce que vous ressentirez quand vous serez à l'article de la mort et que vous aurez le dernier souffle. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant. À quel moment on prend la décision ? Vincent Lambert, c'était une affaire exemplaire. Vincent Lambert, c'est très intéressant, mais la vie est tragique. La vie se termine par la mort. C'est tout. Je crois que toutes ces discussions n'auraient même pas lieu si on avait réalisé en profondeur que la vie, ça se termine par la mort. La vie est tragique. C'est pas joyeux. À la fin, c'est jamais joyeux. Ça ne peut pas l'être. Et tout ça, toutes ces discussions très fines, elles nient cette réalité. C'est tout. On vient de donner un exemple exactement concret et inverse. C'est un exemple, mais qui n'est pas antinomique avec ce qu'on vient de dire. Le vrai problème, c'est le choix.
Moi, là, je suis d'accord avec toi si c'est quelqu'un d'autre qui choisit à ma place. Voilà. Si c'est, Ça, c'est la première mais à chose. partir du moment où c'est moi qui décide, parce que je ne peux plus vivre, vu que je sais que j'ai une maladie incurable, qu'en plus on met des verrous en place. Des verrous en place pour être sûr que ce ne soit pas une histoire d'héritage, que ce ne soit pas ma véritable décision, que ce soit vraiment Les ma verrous décision. sont très nombreux dans le projet. Hein, Moi, à la limite, je sais pas contre. Ce qui me gêne beaucoup par rapport à notre société d'aujourd'hui, par exemple, on a parlé des soins palliatifs. Moi, où je suis foudrage, c'est qu'aujourd'hui, les gens meurent dans un milieu aseptisé où tu vas les voir une fois par semaine, où tu n'emmènes pas les petits-enfants. Moi, je rêve d'une société comme il y avait avant, où tu mourrais au sein de ta famille, dans ton lit, dans le lit de ton grand-père. Et ça n'existe plus. Et ça, je dis que c'est grave, parce qu'on est en train, entre guillemets, d'évacuer la mort sur l'extérieur pour qu'on ne la regarde Philippe pas. Pascaud. OK. Donc vous me dites, je reformule, hein, vous me dites, en gros, je veux être capable de décider de mon propre destin. La question, elle peut être réglée à travers les directives anticipées. Mais, vous avez le scénario, hein, je ne sais pas une nouvelle. Vous avez la... Ça peut changer. Absolument. Vous avez la maladie d'Alzheimer. Ouais. Vous avez le diagnostic et vous savez que dans X années, vous ne serez plus en contrôle de vous-même. Vous écrivez que vous souhaitez mettre fin à votre vie avec les nouvelles directives, eh ben, ça n'est pas possible. Oui. Est-ce que ça vous semble normal ? Pour l'instant, en l'état de la société d'aujourd'hui, ça me paraît normal. Parce que qui vous dit, Alzheimer, il ne faut pas considérer que seulement la maladie, il faut considérer l'environnement, il faut considérer le niveau social, il faut considérer les conséquences derrière. Je veux dire, OK, se débarrasser de quelqu'un qui a Alzheimer, mais qui a 100 millions sur son compte en banque. Oui, est-ce que ça ne pose pas des problèmes de dérive qui risquent d'arriver ? Pardon, il y a très peu de gens qui ont 100 millions sur leur compte en banque. Si tu as 500 000 euros, je vais te dire, il peut y avoir des dérives, des héritiers qui peuvent dire, ah bah tu es mon père parce que... Non, ou un mari qui veut se débarrasser de sa femme et inversement. Donc c'est pas si simple. Il peut y avoir des dérives, mais si on avait regardé quand même, on aurait dû prendre ça, le soin de détailler le contenu de la loi avant de discuter. Parce que justement, ces dérives, elles sont prévues et les cas où ceci est possible sont très précis. J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ça ne vous fait pas peur que le Canada, à force de progressisme, ça c'est une mesure progressiste, passe dans la mentalité des gens, 30% des gens se disent qu'on devrait aider les pauvres à mourir. Est-ce que ça ne vous angoisse pas, cette dérive psychologique de la société ? Bien sûr que ça m'angoisse. Bien sûr que ça m'angoisse. Ce qui se passe au Canada est très grave. Il y a une gamine de 20 ans qui a demandé, qui n'était pas bien dans sa peau, qui a demandé à se suicider. Ils sont en train d'accepter. Elle a 20 ans, la gamine. Hein. En Belgique aussi. Où est-ce que vous mettez la limite ensuite ? Votre mal-être, comment vous le mesurez ? Trudeau, il n'y a pas les verrous. C'est pas exactement comme ça que ça se passe en France. Dans le projet de loi, on n'en est pas là du tout. Hein. C'est la même pente dans tous les pays occidentaux. Et on n'a pas lu le même projet de loi. La Belgique, en France, en Belgique, une jeune fille victime d'un accident, d'un attentat, de 23 ans, exactement, a demandé à recevoir la mort pour maladie psychologique ou souffrance psychologique. Ça a été accepté et je crois que ça a été fait. Hein, je crois que ça a eu lieu. Moi, personnellement, je suis tout à fait pour ça. Je suis tout à fait pour ça. C'est sa décision. Sa mort lui appartient. Notre mort nous appartient. La société n'a pas à juger. C'est pas mal. Jacques, si tu parles du sujet de la nénette en Belgique, hein, on est bien d'accord, tu parles de nana qui était en Belgique. Hein. Oui. Il y a quand même eu des verrous derrière. Donc à partir du moment où il y a les verrous derrière, moi j'ai plus rien à dire. Voilà. Je suis d'accord. Et les verrous, c'est quoi ? Les verrous, c'est un collège de gens indépendants. C'est des médecins, c'est plusieurs personnes indépendantes du cas qui n'ont aucun rapport avec de la famille, etc., qui, entre guillemets, pas jugent, mais décide que ce que dit la personne est censé et écoutable. À partir de là, moi, j'ai plus rien à dire. C'est ce que dit la loi. C'est exactement ce que dit le projet de loi. Franck, juste une chose. Aujourd'hui, 500 personnes meurent en France chaque jour, sans accès aux soins palliatifs. Les soins palliatifs, contrairement à ce que disait Philippe, et j'ai cet exemple de Jeanne Garnier que je connais, c'est un endroit où vous pouvez venir avec tous vos proches, jouer de la musique, c'est une réalité. Allez-y. Et si vous n'y allez pas, lisez l'article du Figaro qui raconte c'est extrêmement émouvant. Non mais c'est faux. Si on met les moyens corrects, et là où je suis en désaccord avec Jacques, c'est que les moyens ne sont pas mis. 6% d'augmentation sur les soins palliatifs, c'est dérisoire. C'est une bagatelle comparée aux économies que vont faire tous ces morts qu'on peut pousser très facilement. Vous savez, les gens en situation de mal-être, particulièrement depuis le Covid, vous avez la moitié de la population en France. C'est vrai. Si on écoute les gens qui n'ont plus de notion du temps, qui n'ont plus de notion du passé et de l'avenir, ils se disent aujourd'hui je vais mal, donc je me tue. François, j'entends bien. Et Jeanne Garnier, je vais vous dire, je vais aller regarder. J'imagine que ça demande des moyens considérables. La France étant en période de disette budgétaire,
Est-ce que vous n'êtes et vous-même, je me souviens de vous avoir entendu dire à quel point la dérive des déficits vous préoccupait. Est-ce que vous n'êtes pas dans une forme de contradiction? Ah ben non, parce qu'il faut savoir où on met l'argent. C'est le choix. Et je crois que le sujet, ça va faire une jonction parfaite avec le sujet suivant. Mais c'est la question du choix. Pas souffrir les gens Exactement. qui sont dans une maladie incurable. Donc il est indécent qu'en France, on n'ait pas mis depuis des années, parce que ça fait des années que les soignants exigent des soins palliatifs supplémentaires et exigent que les soins palliatifs actuels aient plus de moyens. Jacques, juste une seconde. On va faire... L'économie, ça compte. Les sous, ça compte. On va en discuter dans le sujet suivant, là. Parce que les bonnes intentions, la générosité gratuite, tout ça, c'est très bien. Donc, c'est une loi pour économiser sur la mort. malheureusement, bon, il faut effectivement... Je me permets de conclure. Est-ce que vous Attendez, pouvez on dire, va pas conclure parce que je vais prendre 5 minutes de plus. dans les domaines essentiels du régalien ou de la santé, est-ce que vous pouvez me citer un domaine dans lequel ça va bien et il n'y a pas besoin de crédit d'urgence supplémentaire? Non, il n'y en a aucun aujourd'hui. Il n'y en a aucun, voilà, Donc on est bien d'accord. une couche. Donc on rajoute un nouveau crédit pour on va avoir en discuter tout à accès l'heure. la Mais mort déjà, facile. nous avons le taux de dépenses le plus élevé par rapport au PIB le plus élevé du monde et le taux de prélèvements obligatoires champion du monde également. Bon, on n'a que des priorités absolument indiscutables en sursis. En plus, qu'est-ce qui Jacques, on va faire des économies quand même. Mais vous êtes fous. C'est une question d'économie. On va pas tuer des gens. Vous assumez que c'est une question d'économie. Non. Ah bah pardon, c'est quand même ce qui est révélé par ce que vous venez de dire. Je vous ai juste dit que Ah le non, je modèle parlais de Jacques. Le propos de Jacques, là, c'est tout de même de dire, effectivement, on doit choisir de faire des économies, donc cette loi Macron va faire des économies. Moi, il me semble... Pardon, juste un petit mot. Je voudrais reprendre un tout petit peu de contrôle dans ce débat, si c'est possible. Je vois en fait une coupure très forte entre vous, et on va laisser l'économie de côté, entre vous qui dites, en gros, je veux piloter ma vie jusqu'à la fin. Absolument. Et vous deux, au moins, Philippe étant un petit peu au milieu, mais peut-être plus de Jacques, ok, où vous dites, en gros, bah, c'est pas aux gens de décider. Non, c'est pas ça. Ouais, C'est la c'est bien quand philosophie je dis sous-jacente. C'est quoi le danger? Oui. C'est que l'extension sans fin des droits de l'homme, ça c'est un nouveau droit de l'homme qu'on est en train de faire, est en train de détruire le collectif. Comment ne pas comprendre que l'individu existe et a ses droits, et que le collectif en a d'autres, et que l'individu sans collectif, ce qu'est la société d'aujourd'hui. La société française, c'est un individu où le collectif a été détruit. À force de ne penser qu'aux individus et jamais à la France, eh bien, c'est une société invivable. Mais est-ce que là, c'est pas recréer du collectif? Parce que quand quelqu'un qui est en fin de vie dit « moi, je vais en finir » et qui va en parler avec sa famille, qui va au contraire annoncer les choses et qui va dire à sa femme, à son mari, à ses enfants Vous direz ça à un rassemblons-nous. ami qui, 3 mois plus tard, suppliait le médecin pour pouvoir voir encore ses petits-enfants. Oui, mais ça, Enfin, franchement, ça, c'est des cas de spécificité. C'est Tout le comme monde a le Madame droit. Dubarry sur le sapho. Tout le monde a le droit de changer d'avis. C'est Moi, bien j'ai le rencontré sujet, plein de gens tous qui les cas voulaient sont mourir et quand spécifiques. ils ont peur de la mort, ils n'ont plus envie de mourir. Ben voilà. Ça, c'est des. Par contre, moi, j'estime que si tu choisis, quand tu commences à être sur une chaise, qu'on est obligé de te laver, que tu peux plus faire pipi toi-même, qu'on est obligé de te laver, que tu as perdu ta dignité, etc., et que tu as encore tout ton esprit, je dis qu'aujourd'hui, on avait le droit de mettre les moyens en route pour que quelque part je choisisse moi-même ma fin de vie et que ce soit pas quelqu'un d'autre qui choisisse à ma Mais à place. quel moment? Toute la question, c'est le moment. Tant que j'ai ma tête. Mais là, Tant que j'ai ma tête. humilité par rapport à la vie et à la Donc, mort. et- C'est pas et- toi et- qui choisis la fin de vie, c'est d'autres qui Je choisissent. choisis ma fin de vie, Ah, Philippe. pour moi, c'est pas possible. Mais je comprends. Mais voilà, c'est ça, C'est là où j'ai c'est vraiment ça envie le, au cœur c'est du ça le, schisme, hein. c'est ça le sujet. Par contre, Est-ce qu'on est, c'est ça le sujet. est-ce qu'on est maître de sa vie et de sa mort? Voilà le point fondamental. J'ai entendu beaucoup sur une radio amie, disons. J'ai entendu des gens dire que on n'a pas le droit de se retirer la vie puisque seul Dieu vous l'a donnée et peut vous la retirer. Ça, on a entendu ça beaucoup. Oui, mais c'est une erreur. Ça existe encore. Ça existe encore. Et moi, personnellement, alors là, ça me révulse, ça. Ça, pour moi, c'est une monstruosité. Les chrétiens sont pas tous d'accord entre eux. On n'a hein. plus de racines chrétiennes. Si on nie nos racines chrétiennes, je suis agnostique, hein, je le précise. Si on nie nos racines chrétiennes, si on n'a plus de racines, eh bien, on meurt. Les arbres qui n'ont plus de racines meurent. Les C'est protestants pareil pour les sont pas sociétés. d'accord. Philippe, parmi les Ces chrétiens, les racines, protestants sont pas d'accord. Non, Et mais c'est sauf que celui les de- protestants, la base protestante est la même que la base catholique sur le Dans sujet. toutes les religions, ceux qui s'accrochent après les racines font des fruits pourris. Donc à un moment donné, les racines, il faut aussi savoir de temps en temps les changer. Et le problème des religions, c'est qu'ils sont tellement imbus de leur certitude qu'ils n'arrivent pas à évoluer avec le temps. Donc à un moment donné, je suis désolé, le chrétienté, ok, je suis dans ces judéo-chrétiennes, n'empêche que j'évolue au XXe siècle, et moi j'ai envie que ma femme accouche sans douleur. Oui.
Et aujourd'hui, il y a des moyens que ma femme accouche sans douleur. Et je ne suis pas contre. Je pense qu'il y a aussi une François rupture... Boyer, ce sera le mot de la fin. Alors, J'ai je débordé pense qu'il y a 5 aussi minutes. une rupture générationnelle. Je pense, pardon, mais que la génération du baby-boom a cette envie de toute puissance, de maîtriser maintenant, et c'est elle qui est au pouvoir aujourd'hui. Le boomer, c'est lui. Sentant la mort arriver, se dit, ça aussi, je veux Justement. pouvoir la choisir, et je veux pouvoir être libre de choisir ce qu'on veut, mourir dans la dignité. Tous ces termes sont de cette génération. Donc les baby Ma boomers, c'est les génération, vieux, et vous qui elle êtes sait pas que la baby. vie, Ok. elle sera pas donnée, qu'elle sera très compliquée, et que la façon de l'abréger, on la choisira certainement pas, et qu'on revivra des guerres, etc. Donc je pense paradoxalement que la génération qui suit, qui sait qu'elle va vivre le tragique, elle est beaucoup plus attachée à ce genre de fin de vie, et que, pardon, là c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est un propos de gens de génération confortable qui n'a jamais eu de problème dans ces dernières décennies. Je parle en tant que génération, pas en tant que Jacques, personne. on va pas remettre une pièce dans le nourrin, on arrête le sujet. On aura l'occasion de revenir, puisque les textes vont se préciser. Quand même, c'est la première fois que je me fais traiter de boomer. Mais enfin... Oui, c'est ça qui est drôle. Et c'est pas Oui, sympa. c'est un boomer. Bon. Et c'est peut-être pas la dernière, me dit le réalisateur dans l'oreillette, et il est drôle. Merci beaucoup, Raphaël. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet, bien sûr. Alors, l'État est actuellement en train d'accroître la pression sur les chômeurs, sur les bénéficiaires du RSA, justifiant un chômage assez bas qu'il veut encore faire baisser et justifiant les impératifs économiques. Je voudrais que chacun se positionne clairement par rapport à cette situation. Et je cède la parole à Philippe, parce que c'est Philippe Pasco qui m'a suggéré ce sujet que je trouve passionnant. Philippe. Moi, je suis un type très pragmatique. J'entends des gens qui nous gouvernent qui me disent il y a trop de gens qui ne travaillent pas, il y a plein de feignants, ils ne traversent pas la rue pour aller travailler. Il faut que quelque part, pour qu'on fasse régresser le chômage et que tout le monde retourne au travail, il faut qu'on réduise les bénéficiaires de l'aide sociale en France. À la limite, moi, je ne suis pas contre. Je constate quand même que depuis 2017, on n'arrête pas de taper sur les pauvres et sur les chômeurs en les stigmatisant et en les traitant quasiment de feignants et de machin, que quelque part, on renforce les contrôles sur le RSA, parce que soi-disant, il n'y a que des gens qui volent au RSA, alors que c'est 0,002% des gens du RSA qui fraudent, donc c'est peanuts par rapport à ce qu'on est en train de nous dire. Je constate que quelque part, on n'a pas du tout taxé les riches, puisqu'on a réduit l'impôt sur la fortune, etc., que soi-disant, ça devait refaire du chômage. Je constate que grâce à ce qu'ils sont en train de faire, les pauvres, c'est vrai, il y en a un petit peu moins, entre guillemets, en France. Il y a plus de gens, il y a plus de gens, écoute, laisse-moi finir, il y a plus de gens qui ont des boulots précaires. Il y a plus de gens qui crèvent la dalle, il y a plus de gens qui ne s'inscrivent plus au chômage, parce que quelque part, on est en train de les stigmatiser, on est en train de les montrer du doigt. Et je vais vous donner des chiffres bien précis. Depuis 2020, il y a 50% de gens, travailleurs en plus, qui touchent moins que le SMIC. 50%. Alors c'est vrai. J'ai le même chiffre que vous, je vais le préciser. 50% des allocataires, alors c'est pas 50%, voilà, c'est 40%. C'est 39 € par jour, moins de 39 € par jour. J'ai traduit ça, c'est 1170 € par mois. Et je ne sais pas si vous savez où est le SMIC net, il est à 1398, il est quasiment à 1400. Donc ça veut dire que 40% des bénéficiaires d'une allocation chômage sont très au-dessous du SMIC. Oui. Et à côté de ça, vous voyez les bénéfices de certains qui augmentent de façon exponentielle. Je veux dire, le 440, c'est jamais si bien porté. Les millionnaires en France, il y en a je ne sais pas combien en plus. Donc je dis simplement arrêtez de nous prendre pour des couillons, arrêtez de montrer des pauvres et partagez un petit peu plus le gâteau de façon à ce que tout le monde puisse vivre ensemble. Moi, j'ai rien contre les gens qui touchent le chômage. Je suis d'accord pour qu'on matraque les gens qui truandent. Je suis d'accord pour qu'on matraque, mais je voudrais qu'on le fasse dans tous les cas de figure. Je rappelle quand même 1200 milliards d'optimisation de fraude fiscale par an sur lequel on ne touche pas. Et on vient nous demander, par exemple, de faire des économies encore de 10 milliards d'euros. Mais sur qui va les faire et sur qui ils ont annoncé? Les services publics, les pauvres, le RSA, les chômeurs. Mais par contre, sur ceux qui engrangent sans rien partager. Bizarrement, je ne vois rien dans la loi, je ne vois rien dans les déclarations. Donc je dis simplement, arrêtez de taper sur la pauvreté en disant que c'est ce qui va résoudre tous les problèmes. Faites les choses réellement dans le partage. Qui veut prendre la suite?
Je vais bien le prendre. Philippe Alors, Murer. je vais surtout répondre sur le contexte budgétaire, parce que en fait, c'est un prétexte budgétaire. Alors, il faut quand même comprendre, parce qu'on ne parle plus d'économie dans les médias, qu'il y a 0 croissance en Europe depuis le 2017, pratiquement. Allemagne, croissance moyenne depuis le 2017, 0,2% par an. Vous en êtes conscient ou pas? Non. Du tout. France, 0,7%, Italie, 0,7%. L'Allemagne, depuis fin 2017, l'industrie allemande, moins 15% de production industrielle. France... Accru avec la guerre, le contexte de la guerre en Oui, Ukraine, mais ça a puisque- commencé bien avant, déjà en 2017. Le problème des voitures allemandes qui se vendent moins, etc. Italie, moins 7, France, moins 5. Donc c'est les bérésina partout. Il n'y a plus de source de création de richesse. Il faut bien payer les charges. Et bien donc, il y a des déficits publics. Mais ce n'est pas qu'en France. Allemagne, c'est 3, Espagne, 4, France et Italie, 5, États-Unis, 7% de déficit public. Quand vous n'avez plus de source de création de richesse, en fait, vous avez le déficit qui explose et la dette Et pour vous, c'est une qui explose. justification de ce qui se passe? Non, attention. Non, mais après, il faudrait 20 minutes pour parler du sujet. Trop compliqué. Donc, je ne vais pas aller rentrer dans le but du sujet. Mais si vous voulez, c'est un prétexte budgétaire. Alors, en plus... Quand vous avez un gouvernement qui a confiné pour un virus aussi dangereux qu'une grosse grippe, ça a coûté 300 milliards d'euros et derrière il dit on va fliquer tout le monde et on va baisser les allocations et les aides à tout le monde, à ceux qui n'ont pas de boulot. Parce que rappelons que l'allocation chômage, généralement, c'est 60% du salaire net. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie vivre qu'avec 60% de leur revenu antérieur. Et puis, si vous voulez... Tout ça, quand on voit que toutes les erreurs de politique économique qui sont faites, systématiquement, aller les verser sur les pauvres, c'est un scandale. Parce qu'on a une énergie qui est hyper chère, parce que l'Europe est folle, l'Union européenne est folle, et elle a décidé de se passer d'un tiers de son approvisionnement en énergie avec la Russie. Une chose jamais vue pendant la guerre froide, avec la Russie, on continuait l'approvisionnement en énergie. C'était autrement plus grave. Le marché européen de l'électricité... Sauf que là, on est passé d'une guerre froide à une guerre chaude. Non. Enfin, oui, mais il y avait des guerres chaudes. Au Vietnam, il y avait des guerres chaudes. Il y en avait partout entre les États-Unis et les Russes par proxy. L'électricité, c'est en train de ruiner tout un tas de gens. L'électricité qui a augmenté de 40% alors que le prix de revient est le même. Donc, en fait, ici, nous, en tant que petite entreprise, Voilà. TV Liberté, où les, Combien où ça a les frais de augmenté chauffage, d'éclairage, Ah oui. ça a triplé, je crois. Et donc, c'est en train de mettre les faillites. Et en plus de cela, malgré ces prix-là, il y a eu un bouclier tarifaire sur l'énergie de 100 milliards d'euros, dont on n'avait pas besoin si on avait géré intelligemment l'énergie. C'est-à-dire, c'était pas coupé, fait des sanctions contre la Russie qui sont des auto-sanctions, et fait des sanctions et rester dans le marché européen de l'électricité. Donc, si vous voulez, après avoir dépensé des centaines de milliards d'euros en confinement, en énergie chère, de façon absurde dans le marché européen de l'électricité, on nous dit, en fait, qu'il faut travailler 2 ans de plus. Pour tous les Français, alors que déjà c'est difficile d'arriver à 64 ans. Il faut fliquer les chômeurs, encore plus. Il faut fliquer le RSA. Donc moi je leur dis, et je finis, arrêtez de gaspiller l'argent et essayez, arrêtez. Et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de fliquer les gens. Et dernière chose, créer de l'emploi, c'est ça la clé. Remettre la valeur travail au centre, oui, créer de l'emploi. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas les politiques économiques européennes. Sur le sujet de l'assistanat, c'est le fameux gros mot. Attendez, je voudrais juste dire une petite chose. Une des motivations, c'est de dire, en gros, il y a X millions de chômeurs en France. Millions, toutes catégories. OK. Et il y a énormément d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Donc il y a un problème de gens qui restent au chômage parce que par immobilité, par manque de formation, et il faut les remettre sur le marché du travail. Elle est là aussi, la pression. Je sais qu'il y a 6 millions. Je peux te dire les problèmes d'emploi, par Il faut exemple. arrêter, là. Là où j'habite en Provence, il y a énormément de restaurants. Et donc évidemment, ils ont éclusé tous les gens qui veulent faire de la restauration. Alors l'été, en plus, c'est un besoin saisonnier. L'été, comme à Marseille. Est-ce que vous pensez que les gens, c'est facile pour eux de se déplacer, aller prendre une location de vacances en Provence qui coûte une blonde pour gagner le SMIC? C'est le problème de tous C'est les extrêmement rare. employeurs dans la Et restauration. c'est le problème. Ok. Si vous voulez, parce qu'on a une économie complètement déséquilibrée, et donc on se retrouve avec des postes que les gens ne veulent plus prendre, même si, effectivement, il faudrait mettre tout le monde au travail. Mais on a détruit, on fonctionne ainsi. On va céder la parole aux deux qui n'ont pas encore parlé, François de Voyer et Jacques Georges. Alors, sur le sujet, si on prend le chômage par exemple, moi je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus auparavant. C'est-à-dire que moi j'ai connu l'époque où 2 ans travaillés, 2 ans de chômage, 20 ans travaillés, 2 ans de chômage. Pardon, c'est parfaitement anormal. Qu'il y ait une dégressivité de l'allocation chômage et qu'elle soit plus raisonnable par rapport au petit temps de travail, ça ne me semble pas aberrant.
Ce qui me semble en revanche extrêmement choquant. De la même façon qu'il ne me semble pas aberrant d'envisager des contreparties, ou en tout cas des contrôles plus serrés sur l'allocation, ce qu'on reçoit quand on travaille, le RSA. Okay. En revanche, et là je rejoins Philippe, ce qui est extrêmement choquant, c'est qu'à l'inverse, les plus riches, vraiment les 0,1%, ont été ultra favorisés. Or, il y a de la fraude et des excès par le bas et par le haut. Et je suis convaincu, dans une société saine, qu'on ne peut pas taper sur les uns sans taper sur les autres. Je vous donne un petit exemple d'assistanat du haut. Tous ces expats qui, crachant sur la France et son modèle social, reviennent tous faire accoucher leurs femmes ou soigner leur cancer, ou reviennent quand l'école dans les pays anglo-saxons devient trop cher et qui n'ayant jamais cotisé ont accès à tous ces soins gratuitement. Je prends un autre exemple, les retraités qui partent avec un système à l'américaine. Seuls ceux qui payent des impôts dans le pays. Qu'on soit extrêmement strict sur ceux qui fraudent en bas et strict sur ceux qui fraudent en haut. L'évitement social, je donne un dernier exemple, typiquement les retraites, très bien, tout le monde fait un effort. Mais les retraités qui vont passer en Thaïlande et dépenser en Thaïlande l'argent que les Français aujourd'hui qui travaillent leur fournit, ça c'est scandaleux. Ça devrait être écrété en fonction du pays où vous choisissez de passer votre retraite. Exactement. Ça me semble être du bon sens. Si on veut sauvegarder ce qui est très délicat, le système social par répartition, il va falloir qu'on fasse tous des efforts. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie de la population qui fait des efforts, c'est au plus bas les classes moyennes. C'est la classe moyenne et les plus démunis. François, je vais vous chercher sur le sujet de la retraite. La retraite, c'est de l'argent que vous avez versé de manière obligatoire sur un système. C'est votre argent quand même. Non, c'est l'argent versé par les Français qui travaillent aujourd'hui. Si vous ne le dépensez pas en France, eh ben acceptez que ce soit en fonction du niveau de vie du pays où vous choisissez de la passer. Par ailleurs, il y a des scandales aujourd'hui. Quand je vois Jean-Marc Sylvestre qui dit qu'il a du mal à vivre avec sa retraite de 9 000 €, il y a un problème d'écrêtement aussi des retraites par le haut. Je pense que autant c'est normal d'exiger, par exemple, moi ça m'a pas choqué, l'aide au logement, 5 €. Eh ben d'accord, mais au même moment, on explique qu'il y a une limite, un plafond des retraites par le haut. Ça avait été fait, il y a eu des précédents. Quand il y avait eu la crise financière de 2008, tous nos amis financiers étaient partis, rentrés de Londres. Et il suffisait de travailler une journée pour toucher le chômage sur leur salaire londonien. Non mais vous imaginez le délire. Ils faisaient une journée au McDo et ils avaient accès à l'allocation chômage en France sur leur niveau de salaire londonien. Heureusement, le gouvernement a réagi en écrétant. Il faut faire la même chose par le haut et par le bas. Je vais céder la parole à Jacques-Georges et après je reviens vers Philippe parce que j'ai une cocotte minute à côté de moi. Je peux vous dire, je regarde, ça monte. Jacques-Georges. On est tous cocotte minute sur ce sujet-là, de toute façon, parce que ça touche tout le monde. Je ne sais pas par quel bout commencer d'ailleurs, mais enfin, je crois que d'abord, primo, si on rince les riches, les pauvres, ça ne résout pas le problème des pauvres. Je veux dire que... Rincer les riches, hein, Jacques. Non, mais même simplement, sur un plan... Je comprends les bons mots, Jacques. Attendez, laissez-moi terminer quand même. C'est leur en prendre un peu plus. J'ai rien dit. Oui, d'accord. Oui, mais ça résout pas du tout le problème. Regardez les chiffres. On va regarder quelques chiffres après, simplement. Hein. Justement, regardons les chiffres. Le budget de en gros, hein, les ordres de grandeur. Pour la France, en charge 2023, 455 milliards. Les recettes 294. Le déficit a été de 174 milliards d'euros pour les budgets publics. 174 milliards comparé à 300 milliards de recettes. Hein. Donc vous voyez ce qui manque. Il y a bon, bref. Oui, tout le monde pense que c'est à 5% près, mais c'est pas du tout avec 5% près. Si, quand même. Le PIB, 2800. Les dépenses publiques, 1575. Bon. Champion du monde, parce que là-dedans... Vous n'allez pas comparer un chiffre d'affaires, une valeur ajoutée, un PIB, non, mais une dépense privée, c'est 200% du PIB. Je suis voilà, d'accord. Là, c'est vraiment... D'accord, mais enfin, quand même, il y a les ordres de grand... Il faut toujours avoir en ordre... Il faut toujours avoir le point de vue moral, mais le point de vue de ce qui est possible également. Regardez les chiffres macro. Malheureusement... il ne faut, comment dirais-je, on ne résoudra pas le problème de la pauvreté en tapant sur les riches. C'est pas le sujet. Parce que d'une certaine manière, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le contrôle. Philippe l'a apporté comme ça. C'est le sujet, c'est les contrôles à augmenter. Je vais donner quelques chiffres. Pour l'instant, il y a environ 500 000 contrôles des chômeurs par an.
L'objectif, c'est 600 000 cette année. 500 000, c'était en 2022. Ce serait 600 000 en 2024. Et l'objectif donné par le président à Gabriel Attal, son Premier ministre, c'est de passer à 1,5 million de contrôles. Hein, première chose. Et deuxième chose, c'est le contrôle du RSA pour savoir, avec par exemple les fameux 15 heures d'activité obligatoire, c'est ça les propositions. Si je vous entends, Jacques, c'est que vous y êtes plutôt favorable. Vous estimez qu'il est logique de contrôler les gens. C'est ma situation familiale. J'ai une cousine germaine qui vient de mourir. J'ai appris à cette occasion, les femmes d'agriculteurs, elles se tapaient 800 € par mois de revenus. Hein. Donc, vous savez... Bon, donc je sais ce que c'est, je l'ai vécu, bon bref, tout ça, je comprends ça parfaitement sur le plan humain. Simplement, je regarde les chiffres aussi, voilà, c'est tout. Mais regarde, je peux dire un mot. Aujourd'hui, juste une seconde. Philippe d'abord, et ensuite l'autre Philippe. Je ne peux pas être d'accord avec les chiffres que tu as donnés, parce qu'en plus, je suis d'accord avec Philippe, tu mélanges un petit peu la chèvre et le chou, donc oui, ça c'est impossible. D'accord, je veux bien. Non, mais tu peux pas. Non, c'est pas je veux bien. Sur un sujet aussi grave, tu ne peux pas mélanger les chiffres comme ça. Est-ce que tu peux pas nier ce que tu ne peux pas nier, c'est que nous sommes les champions du monde de la dépense sociale. Eh bien, tant mieux. Ça, c'est des faits. Eh bien, tant mieux. Oui, mais ça... Moi, j'arrête de dire comme certains gouvernants, mais regardez que les autres, ils gagnent moins, on doit gagner moins. Je dis non, c'est les autres qui doivent gagner plus. Donc, on soit les champions de la dépense sociale, tant mieux qu'on ait la meilleure sécurité sociale qu'on avait. La meilleure sécurité sociale du monde, mais vraiment, je suis pour. Et je suis pour que tous les autres pays aient la même chose. Et pas l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, il y en a. Je n'ai pas les chiffres en tête parce que je ne suis pas venu avec, mais je peux t'assurer que de l'argent, il y en a plein. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est les chiffres officiels. Le CAC 40 n'a jamais fait autant d'argent. Autant d'argent. Ils ont fait des bénéfices en 6 mois qu'ils ne faisaient pas en 2 ans. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je vais te retourner. Vraiment aucun rapport. On a un modèle économique qui donne tout aux riches. Vraiment aucun rapport. La fortune des 500 premières fortunes françaises a fait x15 entre 1997 et aujourd'hui. C'est le classement de Challenge. Macron a donné la flat tax qui a été le plus beau cadeau. Attendez, laissez-moi finir. Vous avez beaucoup parlé. Moi, je veux finir sur une chose importante. Il y a un papier de Patrick Artus, économiste d'Intexis, qui est très intéressant, qui dit ce qui est la réalité qu'on n'a pas abordée ici. Il y a une cassure totale entre le monde du travail et les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait... C'est la répartition de la richesse. Non, il y a une fracture totale qui aboutit à une baisse de la productivité en France. C'est-à-dire que le PIB généré par chaque emploi ne fait que baisser. L'efficacité des entreprises n'arrête pas de baisser, ce qui est une cassure historique, parce que ce que dit Artus, un économiste de banque, ce que dit Sapir aussi, et ce que je dis aussi, et c'est ce qui se voit dans la réalité quand vous discutez avec les gens, les conditions de travail des salariés sont devenues tellement mauvaises, avec un tel niveau de pression, avec un tel niveau de financiarisation des entreprises, de volonté de court terme, que les salariés disent, ils votent avec leurs pieds et disent non. Et ça, c'est un problème gravissime qu'il faut arrêter, il faut évaluer et il faut revoir les conditions de travail et tout le modèle économique français, qui est une catastrophe, mais comme tout le modèle économique européen, donc Frexit. Il n'y a pas d'autre solution que le Frexit pour régler toutes ces problématiques. Ok, alors ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qu'on pourra aborder une fois, ça c'est volontiers. C'est un très gros sujet, ça. Le social, c'est le fils de l'économique. Mais l'économique lui-même est le fils de la productivité, c'est-à-dire de l'énergie. Malheureusement, les perspectives de ce point de vue-là on est bien tous d'accord, il y a de moins en moins d'énergie, de plus en plus chère. Sur un plan global, mondial, inéluctable dans les 30 ans à venir. C'est même pas vrai. Donc, c'est même pas vrai. On nous a vendu le Linky, on nous a vendu les éoliennes industrielles en nous disant « Vous inquiétez pas, grâce à ça, on va faire des économies sur l'électricité, vous allez consommer moins. » Résultat, on paye 4 fois plus l'électricité. C'est des menteurs. Non, la question aussi, c'est qu'en gros, on n'arrive pas à baisser notre consommation. C'est surtout ça, la vérité. Mais pourquoi tu veux la baisser? On a en France, si on a des réacteurs Astrid, on a en France stocké, c'est le CEA qui le dit, 2000 ans de production française d'énergie en nucléaire. Donc il n'y a aucun problème, et de la production sans CO2. Donc on n'a aucun problème de production d'électricité. Il faut arrêter d'être manichéen. Il y a une partie de la jeune génération qui ne veut pas de nucléaire. Donc c'est pas si ça. Ah bon, les Français sont très majoritairement pour le nucléaire. Ça, c'est de la manipulation culpabilisante. On accuse les gens. Mais aujourd'hui, on pourrait consommer. Mais ils nous culpabilisent. Il faut que vous consommiez moins, mais que vous payiez plus. Il faut que vous mangiez moins, mais que vous mangiez mieux. Parfait. On n'arrête pas de nous dire ça. Mais c'est des menteurs. On peut aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas parce que quelques-uns se gavent
sur le dos de tous les autres. Exactement. Et pour que ça se voie pas, on te culpabilise. Encore une fois, l'électricité est un bon exemple. En gros, là, quand même, là, il y a, majoritairement, vous dites qu'il y a des sous, il suffit de les bien... il suffit de mieux les répartir. Si ça va mal, c'est à cause des pauvres. Non, malheureusement, c'est ce qu'on nous dit. Et l'avenir est pire. hein. Et l'avenir est à la décroissance. Écoutez, Jean Covici, les écolos et tout ce qu'on veut, malheureusement, ils ont raison. Malheureusement, avec ils ont 9 raison. milliards d'individus en 2050, explique-moi comment on va faire. Alors, on arrête le débat parce que là, clairement, d'abord, on est en train de sortir du sujet et deuxièmement, on est vers des sujets qui sont tellement importants et pivots pour le futur que, d'une manière ou d'une autre, on y reviendra ici. J'insiste, il faut arrêter de dire que Avec si ça va Gauthier. mal en France, c'est à cause des pauvres. Oui, ça je suis tout à fait Très bien. d'accord. Allez. Ce débat est difficile à contrôler. Allez, on se retrouve quand même pour le troisième et dernier sujet, c'est-à-dire Poutine, la Russie, ce qui s'y passe. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. C'est le contexte de ce qui se passe en Russie avec la guerre qui a lieu actuellement, avec les élections jouées d'avance pour Poutine. Voilà, je voudrais qu'on parle de ça, de ce qui se passe dans ce grand pays et peut-être un peu de son futur. Philippe Murer. C'est vrai que les élections, c'est du 15 au 17 mars. Donc si je ne me trompe pas, c'est ce week-end en Russie. C'est ça. On en parle très très peu. Alors Oui. je voulais Parce qu'il n'y a pas des masses d'enjeux. Alors c'est vrai que Poutine, a priori, a 70-80%. Alors c'est pas une démocratie libérale, il y a moins quand même qu'on 3 puisse ou 4 autres candidats, Ouais. et ça signifie quand même quelque chose. Il y a trop pseudo-candidats. Ça signifie quand même quelque chose. Bon. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose que ne comprennent pas, parce qu'à force de désinformation, les Français, c'est que Poutine reste très populaire. Et pour quelle raison ? En fait, Sachant qu'il n'y a pas de sondage là-dessus, hein, donc c'est Oui, enfin, plus un feeling de gens de la rue. bon, après c'est sûr que c'est la guerre, que c'est pas drôle, etc. Mais très important. Là, je suis sur du factuel. Quand Helsinki est au pouvoir, qu'il y a la chute du mur de Berlin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une chute du niveau de vie russe de 40%. L'espérance de vie s'effondre et les naissances s'effondrent. Donc la société russe est déprimée. Factuellement, Poutine prend le pouvoir en 1999. Il met les bonnes politiques économiques en place. Il copie un peu les Occidentaux, d'ailleurs. Et j'ai regardé le PIB par habitant par parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire le niveau de vie russe. Vous savez combien de fois il a fait depuis Poutine ? L'arrivée de Poutine, ok. Fois 5. Il a multiplié par 5 le PIB par habitant en Russie en parité de pouvoir d'achat. Le problème, c'est que les chiffres sont difficiles à Non, mais avoir. c'est les chiffres ça, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Hein. D'accord. Donc, c'est pas les chiffres russes, c'est les chiffres de la Banque mondiale. Et tous les gens qui vont à Moscou montrent des magasins bien achalandés, des Russes relativement riches. En plus, ce qu'il faut comprendre, quand même comprendre, c'est que Poutine a protégé. Les Russes pensent que Poutine les a protégés des oligarques. Parce que les oligarques ont fait main basse sur les matières premières russes et étaient extrêmement durs. Or, Poutine, par exemple, il y a un oligarque, Khodorkovsky, que la presse occidentale met au pinacle, qui a été pourchassé par Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il possède des Yukos, 20% des réserves de pétrole russe, et en fait, il a voulu les vendre aux Américains en 2003. Réel, hein, véridique. Qu'a fait Poutine ? Moi, j'aurais aimé que Macron fasse ça avec Alstom. Il a foutu en l'air, il a foutu dehors Khodorkovsky et il a nationalisé, en fait, cette entreprise Yukos, 20% du pétrole russe. Donc, ça paraît assez logique. Donc, Poutine, effectivement, est plutôt populaire et la situation est plutôt, il va gagner les élections, Je vous entends, parce que votre discours, Philippe, il est quand même très à contre-flux de ce qu'on entend généralement sur ce qui se passe en Russie, effectivement dans les médias occidentaux, bien entendu, sur une dictature de plus en plus dure, qui était une démocrature très imparfaite et qui devient maintenant une dictature où il n'y a plus d'opposants, où les gens sont au goulag. Navalny y est mort. Navalny est mort d'après dans Boudanov, un ancien goulag. d'après les services secrets ukrainiens, le chef des services secrets ukrainiens, il a dit Navalny est mort d'un caillot sanguin. On a tous décidé que Navalny était mort tué par Poutine. Quand il y a Colonna qui meurt en prison, est-ce qu'on a dit que Macron a tué Emprisonné dans le Grand Nord. Enfin, emprisonné. Moi, je n'ai aucune idée. Emprisonné dans des conditions scandaleuses dans le Grand Nord. Je n'ai aucune idée de comment est mort Navalny, je n'en sais rien. Non, mais moi, ce que je Personne n'en sait rien. c'est que Navalny n'est mort d'un caillot. Philippe mais Pasco, je veux dire, Jacques Georges. Les conditions dans lesquelles il était, etc.
Heureusement qu'il est mort que d'un caillot, le pauvre monsieur, parce que affamé, pas de lettre, pas de machin, pas de bidux. Il était affamé. Affamé, il lui servait pas de ses repas. Il ne servait pas ses repas. Oui, d'après ça aussi, c'est les services. D'après le Nouvel Obs ou d'après la réalité? Non, parce que vraiment, c'est la question. Hein. Non, mais c'est pas la question. C'est que ce mec-là, il était bien dans un endroit où quelque part il le torturait, ou quelque part il n'était pas. Mais oui. Il était dans une ancienne colonie pénitentiaire. Tu sais, moi j'ai été à Moscou dans les années 90 et j'étais à Moscou il y a 3 ou 4 ans. Alors c'est vrai. Aujourd'hui, à Moscou, quand j'ai même pas reconnu la place rouge, tellement il y avait des grands magasins, tellement il y avait Hermès, tellement il y avait Dior, etc., etc. Par contre, tu vas un petit peu en dehors de Moscou, tu vas dans le peuple moscovite. Je peux t'assurer que les mecs, ils sont pas tous pro-Poutine. Hein. Ils ont peur. Ils ont peur. Il y a une partie de ça. Hein. Ils ont peur. Alors, Jacques Georges et François de Boyer. Jacques Georges. Moi, je voudrais dire, j'ai fait quelques missions. J'ai travaillé 25 ans pour la Commission européenne. Hein. J'ai fait quelques missions entre 2000 et 2003, des missions court terme de quelques semaines ou quelques mois en Russie, juste au moment où Poutine arrivait. Alors j'ai vécu, parce que pour les missions très courtes, j'allais à l'hôtel, mais pour les missions plus longues, j'avais un appartement réservé aux experts, et qui était dans des maisons tout à fait, dans des immeubles tout à fait ordinaires, à Moscou, dans la banlieue de Moscou, à Obninsk ou à Novosibirsk. Tout ça, j'ai vécu. J'ai vécu au milieu des Russes. Donc, ce que j'ai vu à cette époque-là, c'était vraiment alors la décadence, la misère, la désespérance la plus totale. Bon, Poutine, c'est celui. Certains disent, alors on dit il est très mal vu aujourd'hui, mais d'autres l'appellent le De Gaulle russe. C'est pas par hasard. Et c'est justifié. Et sauf que De Gaulle, il est parti de lui-même après un référendum qui lui était défavorable et au bout de 11 ans de pouvoir. Oui, Poutine est là depuis 25 ans. Poutine a fait beaucoup de bien. Il s'apprête à être élu pour Poutine a été apprécié. 30 ans comme Staline. Hein. J'ai regardé la comparaison, vaut ce qu'elle vaut. Poutine a été apprécié et soutenu très massivement par la population jusqu'en 2010, en gros. Très très largement. Là, c'était vraiment tout le monde reconnaît encore, même ses opposants disent cette période-là a été favorable. Par ailleurs, ce qu'on a dit sur la Russie. Vous pouvez dire la même chose sur la Pologne, la Roumanie, etc. Moi, j'ai été en Pologne et en Roumanie dans les années 90. C'était pas beaucoup plus glorieux que la Russie. Et la remontée est tout aussi impressionnante. Mais Poutine a fait du bien. Je pense qu'il y a un tournant. Et je pense que là, il se lance dans le mandat de trop. Le pouvoir corrompt par essence. Le pouvoir use. Le pouvoir est un poison. Il est en train, à mon sens, d'être de plus en plus isolé. D'où d'ailleurs l'échec sur l'offensive de Kiev. Je pense qu'il était sincèrement convaincu que le pays tomberait comme une pomme mûre, comme la Crimée était tombée, parce qu'il n'a plus les antennes qui permettent de comprendre ce que vit la population. Je pense vraiment qu'après 25 ans de pouvoir, personne au monde, y compris un homme intelligent comme Vladimir Poutine, n'est capable de rester, j'allais dire, sain d'esprit. Et je pense que ce qu'il fait, après le tournant de 2010, il y a eu un deuxième tournant, ça a été la Crimée. S'il avait été un grand politique, il se serait arrêté là, parce que la Crimée, tout le monde a acté son rattachement à la Russie, y compris en premier lieu les Criméens. Mais en revanche, depuis, je pense qu'il est pris par une sorte d'ivresse, de puissance, un hubris, qui est en train de mettre en risque ce grand pays qui est la Russie. Et je crains que il ne fonctionne dans les prochaines années qu'à l'économie de guerre, qu'aux menaces et des menaces qui vont se retourner contre nous. Parce que moi, Poutine était pro-occidental. Poutine était pro-occidental. Il a demandé son adhésion à l'OTAN. Alors je le défends pas, mais juste un point. Juste un point. Il a eu l'impression, Poutine, à tort ou à raison, que les Américains amenaient des bases de plus en plus proches de chez lui, jusqu'en Ukraine, jusqu'en Pologne, donc à sa frontière, que l'OTAN voulait faire entrer tous les pays qui l'entouraient dans l'OTAN. Et en fait, de pro-occidental, finalement, maintenant, il veut casser l'hégémonie américaine. Il s'attaque à l'hégémonie américaine, au dollar monnaie de réserve, et c'est dangereux. Mais moi, ce que je pense, personnellement, je parle en politique, la France, là-dedans, elle ne doit pas se mettre dans la guerre empire contre empire, elle doit se mettre en puissance d'équilibre et en puissance de paix. Et là, c'est exactement l'inverse. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas, du coup, un dirigeant qui est de plus en plus isolé, donc sans doute de plus en plus paranoïaque, je suis d'accord, et qui risque de mettre la paix du monde en danger avec cette paranoïa qui risque de lui faire appuyer sur le bouton rouge. Ce n'est pas nous qui désignons l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous désigne. Vous connaissez cette phrase célèbre. Et j'ai peur que si Poutine décide de nous désigner, ce qu'il a fait, parce que bien avant l'Ukraine, Wagner était en Afrique et était en train de foutre dehors les positions françaises. Je veux dire, la réalité, c'est que, hélas, on se retrouve entraîné dans une confrontation qu'on ne souhaitait pas et qu'on aurait dû tout faire pour éviter. Et la France a manqué son rôle d'équilibre dans les 10 précédentes années.
années. Ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus le choix. Il faut mettre les bornes à l'ambition de cet homme. Non, mais et s'il va jusqu'à Odessa, qu'est-ce qu'on fait? Et s'il va jusqu'en Moldavie? Et s'il attaque les pays baltes? Non, mais il va jamais de la vie, il va le faire. Mais jamais de la vie, on disait la même chose pour l'attaque sur l'Ukraine. On disait la même chose. Jacques Georges et Philippe Pasco. J'ai encore la minute à côté de moi. Je sens ça sort des oreilles. Je suis d'accord pour dire que 20 ans et plus de 20 ans de pouvoir continu, c'est pas très sain. Et qu'il a fait une grosse connerie déjà en attaquant l'Ukraine et provoquant le contraire des buts qu'il recherchait. Tout ça, on est bien d'accord. Mais, quelle est la situation objective si vous êtes russe aujourd'hui? Vous êtes un pays de 17 millions de kilomètres carrés avec 144 millions d'habitants. Vous avez un empire qui veut vous démolir, vous casser en morceaux et vous réduire à rien du tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez quel homme fort de remplacement? Je pense que Poutine se sacrifie à son pays aujourd'hui. Ça serait plus confortable pour lui de se retirer dans une datcha. Et il le fait par patriotisme. Je crois qu'il aime son pays. Je crois que son pays, il l'aime. Voilà, à tort ou à raison. Jacques, t'es adorable. Ouais, Moi, j'ai été élu pendant 25 ans, je les ai tous fréquentés. Je peux dire qu'un élu ne fonctionne pas comme ça. Un dirigeant ne fonctionne pas comme ça. Un dirigeant se sacrifie pas pour son pays, j'en connais pas. Ou alors, présente-moi. Si, Pépé le Moko en Uruguay. Là, je veux bien. Celui-là, je veux bien, parce que lui, il a refusé la présidence, il a vécu dans sa ferme. Peut-être De Gaulle aussi, qui payait lui-même ses notes d'électricité, et qui, quand il vient inviter mais c'est le De Gaulle russe, justement. Mais arrêtez avec De Gaulle russe, c'est impossible. Jacques, comment tu peux penser ça? Ce qu'il y a, c'est que ces mecs-là sont tellement férus de pouvoir, comme est en train de faire Macron, que petit à petit, il bousille tous les opposants. Il bousille la liberté d'expression. Il ne laisse plus les gens s'exprimer. Et tout le monde doit marcher au pas dans la façon dont M. Poutine veut que les gens marchent au pas. Et les gens qui sont autour de lui, qui sont aussi corrompus qu'en Ukraine, qu'en France, etc., s'ils ne marchent pas droit dans la corruption, là, on les élimine. La corruption française avec la corruption russe? Oui, la corruption, c'est pas un pays, c'est un système. Donc à partir du moment où tu mets en place un certain nombre de choses, la corruption arrive. Quand les mecs laissent faire, parce que c'est des pentes, quand les mecs laissent faire, et la seule façon de se maintenir au pouvoir pour ces gens-là, la seule façon de se maintenir, c'est justement d'avoir de la corruption autour d'eux qui permet de tenir les gens. C'est la seule façon. Moi, juste une petite incise. De la corruption en France, personnellement, je n'en connais pas. Ah bon Personnellement, pardonnez-moi, je ne parle que de moi. Personnellement, je n'en connais pas, et j'ai été confronté à plusieurs reprises à la corruption dans la rue, dans certains pays, où il est mieux de glisser un billet de quelques dollars dans son passeport pour ne pas être arrêté par la police. C'est ce qui arrive en Russie, c'est ce qui n'arrive pas en Europe. Juste une chose, François, je suis très étonné d'une chose. Parce que, franchement, d'imaginer qu'un pays comme la Russie, qui a 17 millions de kilomètres carrés, avec que 140 millions d'habitants, va s'amuser à faire de la conquête territoriale dans les pays baltes ou en Pologne, s'attaquer à l'OTAN qui a 1 milliard d'habitants et la bombe nucléaire, je pense que là-dessus, il n'y a aucun risque. Et je pense que c'est une erreur de parler de ce risque. Et de toute manière, si Poutine fait le con à faire ça, je ne pense pas qu'il y a un risque, on a des armes pour le faire. Mais il ne faut pas envoyer ce message de psychose aux gens. L'Allemagne ne devait pas aussi envahir. Poutine n'est pas Hitler. Non, mais ils ne devaient pas non plus bouger. Rappelle-toi, la France, à cette époque-là, non, mais jamais ils envahiront. Et en fin de compte, ils l'ont fait. Allez, même s'ils le voulaient, ils ne pourraient pas regarder le PIB de la Russie. Bon, c'est ridicule. La question même ne se pose même pas. C'est presque une discussion ridicule. Le PIB, c'est l'Espagne. Jacques, le PIB, c'est l'Espagne. Tu sais qu'en France, ils ont incorporé depuis le 1er janvier 2018, en France, les recettes de la drogue dans le PIB. Oui. En France. Oui. Donc le PIB, c'est bien, mais on peut mettre les chiffres qu'on veut. Mais justement. François de Boyer, ce sera le mot de la fin, François. Je rebondis sur ce que tu disais, Franck. La corruption directe de rue, elle commence aujourd'hui à Marseille. C'est les magistrats et les policiers qui sont directement corrompus. Donc c'est le cas. Et puis il y a la corruption légale. Aujourd'hui en France, il n'y a pas besoin de valise de billets. C'est très pratique. Vous créez un comité Théodule et vous placez vos copains dedans. Ils sont salariés de manière très officielle. Pas besoin de sous de table. C'est merveilleux. Oui. Parlons pas des Jeux Olympiques. Là, j'avoue que... Malheureusement, c'est vrai. Bon. Allez, il est certain, pardon, je conclus, je crois que vous êtes tous d'accord, que Poutine ayant la certitude de gagner ses élections, il va être là encore pour 6 ans. La guerre en Ukraine n'étant pas prête d'être terminée, la solution venant des Américains avec l'élection de Trump, ça va être encore une autre histoire. On aura donc l'occasion d'en reparler. Et messieurs, merci pour votre énergie, merci pour vos chiffres, le travail que vous avez effectué, et rendez-vous dans 15 jours. À bientôt.